Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Dakar. On va faire le débrief de cette dernière journée de compétition. Il y a eu des changements, des gros changements en moto. On y reviendra. Dans les autres catégories, ça a été un petit peu plus calme. On va pas se mentir. Mais ouais, c'était une dernière étape. Il fallait pas la négliger. Pas forcément être non plus trop stressé au départ, parce que certains avaient quand même une énorme marge d'avance, mais il fallait être concentré, et on voit qu'en moto, eh bien, il y a eu des différences qui se sont faites du côté de cette étape. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens, que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également booster cette vidéo. Ça, c'est sur mobile. Et puis, faites attention. Voilà, même si vous êtes abonné à la chaîne, déjà vérifiez bien que vous êtes abonné à la chaîne. Puis faites attention parce qu'en ce mois de janvier, pas mal de vidéos qui sortent. Et parfois, YouTube a un peu du mal à suivre au niveau des notifications, parce que là, la semaine prochaine, il y aura Down Under, mais il y aura encore des présentations d'équipes, notamment la fin des World Tour, la toute fin des World Tour et le début des Pro Teams. Et puis, il y aura aussi encore, sur les semaines d'après, Nové Mesto aussi, la semaine prochaine. Donc il y aura aussi du biathlon, et puis il y aura aussi les présentations d'équipes féminines du World Tour, pour voilà, que vous ayez tout en main pour bien démarrer la saison. Donc en ce mois de janvier et début février, ça va encore être assez intense. Et puis en février, il y aura encore beaucoup de choses, hein, notamment les Jeux Olympiques d'hiver, notamment également encore du cyclisme. Donc ça va être encore très 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 dense. Tous les mois, de toute manière, ça va être très dense, à part à partir de mi-octobre où c'est un petit peu plus calme. Sinon, après, c'est très dense pour les prochains mois. On commence tout de suite avec les abandons. Alors vous allez voir qu'il y a énormément d'abandons aujourd'hui. En fait, il faut relativiser. C'est des concurrents qui ont déclaré leur abandon aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas passé la ligne d'arrivée. Mais en réalité, c'est des pilotes qui, pour beaucoup, avaient déjà pris des pénalités. Je pense notamment à Nils Sterrick, qui avait pris des pénalités, qui avait pas réussi à finir des étapes, et en gros on n'a pas réparé sa machine. On a considéré que voilà, on avait trop cassé de pièces. Voilà, on avait eu trop de problèmes mécaniques chez Koei. C'est le cas aussi de Rui Barbosa, qui je crois était blessé, mais qui n'avait pas véritablement annoncé son abandon. Par contre, j'ai plus de... Enfin voilà, je connais pas les informations pour Ehab Al-Hakim, qui se retrouve hors course, le 89. Alors, est-ce qu'il a fait une bêtise au niveau règlement? Mais voilà, lui, il n'a pas abandonné, il est hors course sur cette 13e étape, où il a peut-être fini trop tard. Il y avait, voilà, on a considéré qu'il avait mis trop de temps sur cette étape, ou soit il a abandonné trop d'étapes, peut-être. C'est pour ça qu'il est hors course, parce que si vous aviez le droit d'abandonner, je crois, 3 étapes en rallye 2, et il a peut-être abandonné plus que 3 étapes. Il a quand même voulu finir, mais on l'a mis hors course. Du côté des autos, en fait, c'est des abandons énormément de camions d'assistance. C'est quasiment que des camions d'assistance rapide qui ont abandonné, hein, les 625, 640. C'est des camions d'assistance rapide qui, en fait, n'ont pas pris le départ de cette dernière spéciale, pour des questions aussi un petit peu de coût. Hein, parce que une spéciale en moins, bah, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de prendre l'essence, donc ça a fait quelques économies. Donc voilà, c'est le cas de tous ces concurrents au niveau des camions d'assistance, plus Zhao Zukiao et Gui Aibo sur le GG Sport, mais je crois qu'ils étaient aussi dans la même situation que Nils Sterrick, qui n'avaient pas fini une spéciale, et donc qui n'ont pas réussi à réparer leur véhicule à temps pour repartir dans cette dernière étape. Bon, on commence avec le classement moto. Que dire? Que dire? Que dire? Comme quoi, parfois, en 50 minutes, on peut tout perdre. Même pas en 50 minutes, hein, en gros, en 10 minutes, il a tout perdu. Ricky Brabec, mais on y reviendra. Vainqueur aujourd'hui, Edgar Canet, qui a une... Il avait très très bien démarré, Canet. Il faisait vraiment une bonne impression, un petit peu à tout le monde, parce qu'on le trouvait rapide. Et puis ça s'est délité après ses problèmes techniques au niveau de l'étape marathon.
de la première étape marathon, ses problèmes avec sa roue. Et puis, on a l'impression qu'il n'a jamais réussi à véritablement retrouver le rythme pendant cette course. Qu'il a toujours été un petit peu en dedans au fur et à mesure des jours. Et à la fin, bah, ça fait une deuxième semaine un peu moins réussie, je dirais, du côté d'Edgar Canet. Alors, ça reste quand même un bon Dakar, je dirais, quand même, globalement, il a encore montré une très grosse pente de vitesse, mais ça s'est vraiment délité en termes de rythme sur la deuxième semaine, où il n'a pas été aussi efficace que sur la première semaine de compétition, enfin sur les 3-4 premiers jours, où il était vraiment impressionnant. Deuxième, Benavides. Oh bah, il a mis du gros gaz aujourd'hui, Benavides. Il savait qu'il fallait qu'il essaye de rattraper Brabec. Il y avait ces 3 minutes. Il savait que techniquement, sur 105 km de spécial chronométré, ça allait être compliqué d'aller reprendre ces 3 minutes. Mais il s'est dit, je vais quand même mettre la pression jusqu'au bout. Puis après, on verra. On verra. Et bah, il a bien fait de rouler aussi vite, parce que s'il avait relâché peut-être un petit peu en disant, oui, bah, en fait, le classement général est déjà joué, parce qu'il y avait 3 minutes d'écart, bah, il l'aurait peut-être regretté. Et comme quoi, une course n'est jamais finie avant d'avoir passé le drapeau à damier, voire même parfois après, au niveau du règlement. Et là, bah, Benavides, il a tout bien fait aujourd'hui. Autant, je trouve qu'il y a 2 jours, il est vraiment tombé dans le panneau et l'équipe KTM est tombée dans le panneau en termes de stratégie par rapport à Brabec. Autant aujourd'hui, ils ont tout bien fait. Ils ont tout bien fait, et ce qui permet à Benavides de gagner pour 2 secondes, mais on y reviendra un petit peu après. Tosha Charena 3, il regrettera ses 10 minutes de pénalité, lui, parce que les 10 minutes de pénalité bêtes, enfin voilà, je vais me répéter, mais c'est 10 minutes bêtes et qui lui coûtent très cher, et qui coûtent aussi peut-être en termes de stratégie à Honda, au final, parce que le rythme, il l'a eu pendant ces 15 jours, et il a eu le rythme pendant les 15 jours. Voilà, ça fait 2 années de suite où il est dans le bon wagon 15 jours d'affilée. Où il est dans le bon paquet 15 jours d'affilée. Il a fait une erreur bête, voilà, une erreur très bête sur la spéciale. Alors peut-être mal réveillé parce que c'était une nuit en bivouac et qu'il n'a pas réussi à récupérer cette nuit en bivouac. Mais oui, il a fait une erreur, mais une erreur qui coûte très cher au final, c'est 10 minutes de pénalité. Je pense qu'il doit finir à un quart d'heure. Il peut regretter vraiment cette pénalité. Doherty, bah, qui a montré une grosse pointe de vitesse, et à part... alors il a fait une journée avec 2 chutes, il y a 3-4 jours, et il y a eu son problème de roue avant, et qui est plus un problème technique sur sa machine, parce qu'en fait la mousse s'est désagrégée complètement. Ben, il a montré qu'il pouvait être régulier sur 15 jours aussi, avoir un gros rythme, que c'était un pilote sur lequel on pouvait compter sur 15 jours. Il gagne encore une fois cette étape en Rallye 2. Il a multiplié les victoires en spécial en Rallye 2. Et puis il était au-dessus en Rallye 2. En termes de rythme, il y avait un monde d'écart entre lui et les autres. Même Tobias Epster, même Ventura, même tous ces pilotes-là qui pourtant ont montré du rythme, il était au-dessus. Donc bravo. Bravo à Doherty quand même sur cette semaine. Et puis on espère qu'il trouvera l'an prochain un guidon usine, hein. Tout ce qu'on lui souhaite à Doherty, parce qu'il a le rythme. Il a le rythme aujourd'hui de Doherty, il lui manque la moto usine pour être aux avant-postes. Van Beveren 5, autant la première semaine, bon, pas catastrophique, mais pas top. C'est là où il perd 1 heure hein, sur cette première semaine. Entre bah, les problèmes techniques sur sa machine, ce problème avec ce fil de fer, qui au final lui coûte un résultat, enfin lui coûte le podium, potentiellement. Et la journée de repos a été vraiment salvatrice pour lui, avec un changement de comportement au niveau de sa machine, et puis une victoire en spécial, et puis du rythme surtout. Le rythme qu'il avait fui sur cette première semaine de compétition, il l'a eu sur la deuxième semaine, ce qui lui permet de prendre encore une fois aujourd'hui la 5e place devant Skyler Hose, qui, en termes de rythme, aura été, je trouve, en retrait chez Honda.
Et c'est vrai que aujourd'hui, un Skyler Ho, quand tu vois Ventura, qui pousse quand même chez Honda, ou Preston Campbell également, qui fait deuxième du Rallye 2 également chez Honda, bon, tu peux te dire, il y en a peut-être un qui va sauter quand même chez Honda, ou à part s'ils mettent une moto en plus l'an prochain. Mais il y a peut-être des pilotes qui peuvent se retrouver en difficulté. Et Skyler Ho faisait quand même la boulette du pneu arrière sur la première étape marathon. Il s'en sort bien ce jour-là quand même, parce que moi je pensais qu'il aurait beaucoup de mal à finir. Et puis il n'a jamais eu un si grand rythme que cela. Toujours un petit peu en retrait par rapport à ses équipiers, je trouve, sur ce Dakar. Bradley Cox, qui finit fort, septième. Aujourd'hui, Bradley Cox, ça a été un Dakar compliqué parce que c'était la dernière Sherco quasiment dès le troisième jour de course. Donc il savait qu'il avait toutes les attentes d'un constructeur, alors même si c'est Sherco, c'est pas le plus gros constructeur, mais en termes de résultats, s'il arrêtait, la course était terminée, tout le monde pliait bagage et rentrait à la maison, ce qui pour un constructeur est toujours, fait un peu toujours mauvais genre. Il a quand même eu pas mal de pépins, notamment un problème d'embrayage, mais il y a eu pas mal de soucis sur ces 3 semaines, enfin sur ces 2 semaines pardon de compétition. Mais là aujourd'hui, il a mis gros gars. Je pense qu'il a toujours roulé un petit peu avec le frein à main sur ce Dakar. Étant donné qu'il venait d'arriver chez Charcot, c'est la première fois qu'il est pilote officiel. Il était dans une situation qui n'était pas du tout évidente. Donc non, c'était compliqué, mais je trouve que il faut quand même saluer le fait d'avoir fini du côté de chez Charcot et d'avoir quand même une moto à l'arrivée du côté de l'équipe française. Nacho Cornero, 3 minutes aujourd'hui de perdu. Oui, du côté de Nacho Cornero, déjà, du côté de Hiro en général, je pense que c'est un Dakar décevant. C'est un Dakar qui est décevant. Et Nacho Cornero ouais, il a rarement réussi à rentrer dans le top 5 des spéciales. Il a jamais été véritablement en mesure de menacer Honda ou KTM. Après, il a été fiable, hein. C'est un Dakar RAS en termes de problèmes. Du côté de Nacho Cornero, il s'est pas perdu. Je crois qu'il prend très peu de pénalités. Je sais même pas s'il prend des pénalités. Nacho Cornero, il n'y a pas eu d'erreur majeure du côté du Chilien, mais il n'y a pas eu non plus un grand rythme du côté de Nacho Cornero pour Hiro. Ventura, 9e. Dommage les problèmes techniques, parce que sinon il était bien embarqué en Rallye 2, lui aussi, comme Doherty. On aurait bien aimé voir le combat avec Doherty plus longtemps. Parce qu'après Doherty, il a roulé fort, mais il avait plus le classement général en tête. Il aurait peut-être pas attaqué autant sur la deuxième semaine s'il avait le classement général en tête, Doherty. Donc ça aurait été bien de voir la bagarre avec Ventura. Pour un débutant sur le Dakar, il a montré du très gros rythme, mais je pense que chez Honda, on a la relève. On a la relève avec Martin Ventura. On a déjà les pilotes qui peuvent être le futur pour le constructeur japonais. Et puis donc Ricky Brabec 10e aujourd'hui. 3 minutes 28. C'est-à-dire qu'il a perdu 3 minutes 22 par rapport à Luciano Benavides. L'écart ce matin était de 3 minutes 20. Il perd donc pour 2 secondes. Ricky Brabec. Plus petit écart de l'histoire du Dakar, le précédent, c'était Kevin Benavides. Quand il s'était imposé, il avait gagné pour 46 secondes à l'époque. Je crois sa deuxième victoire. Après, ça fait quand même depuis 10 ans qu'il n'y a pas une hiérarchie. Ça change assez souvent au niveau du Dakar. Après, Brabec est souvent aux avant-postes quand même. Forcément, c'est très compliqué pour lui parce que il l'a vu la victoire. Il l'a vu et il a fait une erreur, et il semblerait que c'était une erreur bête, parce que contrairement à ce que disait Daniel Elena, alors j'aime bien l'équipe. Vous savez, j'ai beaucoup critiqué encore l'équipe sur ce Dakar, mais Elena, il n'est pas sur place. Donc, on lui demande d'analyser un roadbook, mais sans voir la situation. Donc, c'est quasiment impossible de faire une bonne analyse. Donc, en fait, ils font ils tâtonnent, ils font de l'à peu près.
en essayant de faire de l'analyse de pointe, mais en gros, tu peux pas faire d'analyse de pointe, t'as pas vu la situation. T'étais pas en hélico, t'as pas vu la situation sur place. Donc tu peux pas faire une analyse précise du roadbook. Voilà, et même avec les dessins, parce que tu sais pas entre la réalité et le dessin s'il y a une petite différence. Là, il semblerait que, à part Van Beveren, qui s'est fait légèrement avoir, parce qu'il a une 15, donc ça veut dire qu'il a dû comprendre la note, hein, Van Beveren. Brabec, il a pas compris la note. On l'avait dit cette année, hein, on l'avait dit dès le départ du Dakar. Je l'avais dit, la personne qui a fait les roadbooks a changé. C'est une autre manière de faire déjà sur les roadbooks, et surtout, on met beaucoup plus d'informations par case, pour tenter d'avoir moins de cases. Ce qui fait que dans chaque case, il y avait énormément d'informations et il fallait réussir à saisir les informations. Brabec, sur cette case-là, il n'a pas réussi à saisir l'information. Il a cru que c'était que la bosse, en fait, c'était la première trace. Or, la bosse, c'était pas ça, c'était la montée d'après. Parce que cette bosse-là n'était pas un danger 2 et qu'au final, c'était après le danger 2 qu'il fallait tourner. Et il est parti sur la digue, sur une bosse, et qui n'était pas la digue, il fallait traverser la digue. Et là, ça a été l'erreur de Ricky Brabec à ce moment-là. De toute manière, ils ont été vérifiés du côté de l'organisation. Castera a été voir sur zone. Il a emmené le manager de Honda également sur zone pour le dire que voilà, là, il n'y avait pas d'interprétation possible. Il a même dit qu'il y avait de la rubalise. Donc en plus, il a presque, voilà, il y avait de la rubalise, il y avait une petite flèche pour vraiment indiquer la zone où il fallait passer. Donc on était au kilomètre, je crois, 90 ou 100, un truc comme ça. On est vraiment à 4 bornes de l'arrivée. Est-ce que c'est un moment de déconcentration de Ricky Brabec? Est-ce que ça commençait à cogiter dans sa tête et il a un peu trop gombergé? Mais il fait une grosse erreur. Forcément, la note d'après était 3 kilomètres après, donc 3 kilomètres aller, 3 kilomètres retour, ça fait 6 kilomètres. Et ça coûte très cher, ça coûte le Dakar pour 2 secondes. Avec en plus ces bonifications qu'a pris Benavides sur la fin. Parce que Brabec partait 1, Benavides partait 2. Donc en gros, une fois qu'il s'est planté, Brabec, Benavides a pris les bonifications, et en réalité, ça s'est joué aux bonifications ce Dakar. C'est les secondes de bonification qu'il a pris en plus, Benavides, qu'il a pris alors que Brabec aurait dû toutes les prendre jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il y a eu ces 2 secondes, c'est double peine en plus avec ce système de bonification. Mais ouais, ça a l'air d'être une erreur bête, mais je pense qu'on est en fin de Dakar, il y a la pression, la fatigue aussi, parce que ça a été un Dakar exigeant en kilométrage, et il a craqué. Mais ça va être dur quand même pour Brabec de rebondir après ça, parce que là, il échoue vraiment rien. Et demander à Benjamin Bello, qui l'an dernier a aussi échoué avec une pénalité, et au final l'écart avec Guinness était vraiment minime, il a mis beaucoup de temps à s'en remettre, Benjamin Bello. Ça a été très compliqué, et là Brabec, ouais, ça va être dur, dur. On connaissait avec les compétitions organisées par ASO Laurent Fignon, et c'est vrai qu'on peut faire quand même un comparo avec Laurent Fignon. On peut faire un comparo aussi avec Roglic, quand il perd face à Pogačar sur le contre-la-montre, où moi j'ai toujours dit qu'il aurait pu, je pense, fracasser Roglic en 2000. Il aurait pu fracasser Pogačar, je pense, Roglic 2-3 étapes avant. Je pense que Pogačar est sur une étape vraiment à 100%. Je pense que Roglic, ce jour-là, il peut mettre le petit truc en plus, et il le fait pas. Et à la fin, il perd le tour pour pas grand-chose aussi, Roglic. Bah, c'est dur quand t'as le maillot quand t'es leader, et de perdre la course comme ça le dernier jour ou l'avant-dernier jour sur la fin, sur le dernier moment important de la course, c'est compliqué. Donc ouais, là pour ce soir pour Ricky Brabec, ça va être difficile. Après, je pense qu'il y a eu quand même une erreur stratégique du côté de chez Honda. On aurait dû lui dire finis la première partie en tête et ensuite mets-toi dans la route Benavides. Je rappelle qu'il partait, c'est 1:30 ou 2 minutes entre chaque pilote au départ. Attends, je peux même le savoir parce que je peux même vous dire, parce que je pense que j'ai peut-être les horaires de départ. Ah, peut-être plus à cette heure-là. Parce que si j'ai les classements, non, je dois plus avoir les horaires de départ.
Euh, Ah, voici, retour au tableau. Donc, Benavides, il est parti à 9h33. Ah non, il y avait 3 minutes au départ. Je pensais qu'il partait plus serré. Parce que je m'étais dit, bah sinon, je comprenais pas trop. Donc non, 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 c'est pas une erreur stratégique de ce côté-là. Parce que je me disais, pourquoi Brabec est pas allé dans la route Benavides? C'était l'interrogation que j'avais. Maintenant, il y avait 3 minutes au départ entre les deux. C'était peut-être même fait exprès. Donc avec les bonifications, et même, tu peux quand même te dire, il y avait peut-être quand même une idée à faire de rester dans la route Benavides. Peut-être pas sur les 45 premiers kilomètres. Il faut savoir que la spéciale, elle se décomposait en deux parties. Il y avait 45-50 premiers kilomètres de cailloux et le reste, c'était de la dune de sable. Enfin, c'était la dune de sable, c'était le long de la mer. Donc autour de cette dunette et voilà. Et moi, je me dis quand même, étant donné qu'il avait 3,20 ce matin d'avance, que sur la première partie de course, il avait pris les bonifications. Donc en gros, il avait pris les bonifications, donc peut-être 40 secondes de bonification. Donc ça faisait quasiment 4 minutes d'avance. Ou peut-être 3,50. À ce moment-là, moi j'aurais repris la roue de Benavides, en sachant que si tu étais à moins de 15 secondes de Benavides, tu continuais de prendre les bonifications en même temps que Benavides. Moi j'aurais peut-être pris la roue de Benavides. C'est peut-être l'erreur qu'a fait Brabec là de pas en fait prendre la roue de Benavides, de pas suivre voilà, le pilote argentin, parce que Benavides aurait fait une erreur, lui aussi aurait fait une erreur, mais en gros ça aurait fait 50-50 quoi. Peut-être une erreur de la part de Brabec à ce moment-là. Preston Campbell 11e, Rose Branch. C'est marrant Rose Branch sur ce Dakar, hein. Alors il a failli gagner une spéciale, mais à part cette journée-là, derrière il a rarement été très rapide aussi. Je pense que chez Hiro, la moto a pas été hyper rapide sur ce Dakar. On retrouve ensuite Paolo Lucci qui avait eu des problèmes de pneus aussi, Dabrowski qui finit 3e je crois en Rallye 2, Mason Klein 15e avec la moto chinoise à 5 minutes 13 qui parfois aurait été dans le rythme. Il revenait de blessure aussi Mason Klein, donc peut-être pas à 100% l'américain devant Tony Mulek. Le mongol Cal Newbold, Erden Bileg, lui il faudra s'en méfier aussi à l'avenir, qui était chez BAS. Et puis Joseph Pedro sur la Honda pas la Honda, sur la moto en mal moto. 18e, premier mal moto, et puis Milan Angel qui clôture. Alexandre Alex Vaudan qui prend la 20e place. Je pense que ça doit être son premier top 20 de ce Dakar, le pilote du team Cast Trophy. Et on voit qu'il y en a un qui a pas pris trop de risques aujourd'hui. Alors bon, déjà Daniel Sanders qui a pris... Alors Sanders, il a pris 6 minutes de pénalité excès de vitesse. C'est la deuxième fois que ça lui arrive sur ce Dakar. Mais c'est Benjamin Melo qui a pas pris de risques. Voilà, sur l'étape, il savait qu'il avait un peu d'avance au général. Voilà, il a fini à 11-14 avec Charlie Herbst, notamment qui finit ce Dakar malgré Tibia Perronet qui finit dans le top 30 également. C'était pas joué ce matin parce qu'il y avait Daniel Sanders qui était pas très loin. Et je pense que Daniel Sanders lui a pas repris suffisamment de temps à Charlie Herbst à cause de cette pénalité de 6 minutes. Ça doit jouer peut-être à ça son top 30. Enfin, vérifier. Ah non, c'était, je sais plus qui était derrière. Non, c'était pas Sanders. En plus, je dis une connerie. C'était pas Sanders qui était derrière Charlie Herbst. Je sais plus qui était derrière Charlie Herbst pour la 30e place. Il y avait, ça devait être Canet. Je dis une bêtise, ça devait être Canet, mais il fallait que Canet lui reprenne beaucoup de temps, je crois. Au final, le dernier concurrent aujourd'hui, bah il a fini. Ils ont fini avec des pénalités de 45 minutes, 30 minutes, mais voilà, je pense que l'idée était surtout de finir la spéciale. Et donc ils ont raté des waypoints pour aller peut-être au plus rapide sur cette fin d'étape. Craig Searle, Carl Searle et Rémi Moreau qui étaient dans le team Nomad Racing des débutants. Et Bouzig qui a fini 84e. Voilà, bon, il prenait plus trop de risques sur les derniers jours, hein, Romain Bouzigon. Pour l'objectif était surtout de finir ce Dakar au classement général. Donc Benavides qui s'impose pour 2 secondes, 49 heures de compétition. 49 heures de compétition et ça se joue pour 2 petites secondes. Faut quand même aussi là se le mettre en tête. Tosha Charena, donc 3e à 25 minutes, mais vous voyez, hein, sinon il aurait fini un quart d'heure. Skyler Hobbs à 56.
devant Daniel Sanders, qui a gardé pas grand-chose sur Van Beveren, 1 minute 30 pour la 5e place. Nacho Cornero, 7e, à quand même 1h40. Et puis on retrouve ensuite Rose Branch, Tony Mulek et Preston Campbell. Et donc au classement général, c'est Benjamin Melo, donc premier mal moto, quand même 18e du classement général. Et surtout, Charlie Herbst, 30e, donc il est resté devant Maxi Sheck. Et c'était Edgar Canet. C'était Edgar Canet qui était pas très loin, il y avait, je crois, 30 minutes. Donc les deux n'ont pas réussi à passer devant Charlie Herbst pour le top 30, qui est toujours quand même important. Et le dernier, c'est Simon Marsic, qui a fini avec 98 heures de pénalité. Et le dernier qui a fini avec 100 pénalités, c'est Francisco Arredondo, qui finit sans pénalité, mais avec 37h50 de plus. Il a quasiment fait le double de temps sur sa moto, le guatémaltèque, que le vainqueur. Vous voyez par exemple, à Romain Bouzig, il a mis quasiment 33 heures de plus sur ce Dakar que le vainqueur. Ça veut dire que 33 heures de plus, c'est quasiment une semaine de compétition, on pourrait dire, une semaine de Dakar en plus. C'est comme s'il avait fait 3 semaines de Dakar quand les autres en ont fait 2. Plus les réparations sur la moto, donc voilà, chapeau au dernier, parce qu'il faut le finir, Dakar, et c'est très compliqué. Classement de l'étape en Rallye 2, donc Doherty qui s'impose devant Ventura, Preston Campbell, Paolo Lucci, Dabrowski et Mulek, et donc c'est Mulek qui remporte la catégorie, devant Preston Campbell et Martin Ventura. Avec Preston Campbell, ça aura été serré. Preston Campbell qui était en tête en début de deuxième semaine, mais qui n'aura pas réussi à conserver son avance par rapport aux Slovènes. Et Martin Ventura, donc 3e. Dommage, les problèmes techniques pour le pilote portugais. Puis en original, by Motul. Josep Pedro aura résisté jusqu'au bout à Benjamin Melo. Il reprend encore 5 minutes aujourd'hui. Jérôme Martini 2e, Emmanuel Guinness 3. Donc devant Benjamin Melo. Enfin la victoire pour Benjamin Melo. Après donc 9 Dakar. 9 Dakar pour Benjamin Melo et la victoire. L'an dernier, il était passé pas loin. Ça s'était joué ça s'était joué avec des problèmes en plus de balises. Des problèmes d'e-retrack, pas d'e-retrack, de GPS un peu, qui avaient du mal à capter certaines zones. Du côté de Benjamin Melo, ça aura été un Dakar très compliqué, je trouve, du côté de Benjamin Melo. Beaucoup de remises en question quand même pendant tout son Dakar. C'est peut-être plus compliqué même que l'an dernier. Parce que l'an dernier, il y avait ce duel avec Emmanuel Guinness, mais Emmanuel Guinness avait eu son quart d'heure de pénalité assez vite dans la course, donc il avait un petit peu d'avance. Il était plutôt dans la gestion à ce moment-là dans ce Dakar. Et surtout, il roulait moins vite. Là, il est quand même 18e du général. Il a fait un énorme chrono, Benjamin Melo, mais il a été poussé dans ses retranchements, déjà par Emmanuel Guinness en tout début de course, qui avait un rythme exceptionnel, le Roumain, jusqu'à son accident. Et c'est vrai que Benjamin Melo disait, je suis à 100%, mais je peux pas faire plus, là, je peux pas suivre son rythme. Il a fait un peu le pari de se dire, Emmanuel Guinness va peut-être s'en coller une à un moment, ou va peut-être faire une erreur, parce que moi, je peux pas aller sur ce rythme-là. Et puis après, il se disait, ok, j'ai plus Emmanuel Guinness, sauf qu'il y a Josep Pedro, qui a été performant pendant 2 semaines, et qui a tenu le rythme pendant 2 semaines. Ça se joue quand même à 14 minutes, et quand vous regardez, il y a 7 minutes de pénalité pour Josep Pedro. Donc les 7 minutes de pénalité, elles coûtent cher, parce qu'en gros, il y avait 7 minutes 32 d'écart en vitesse pure. 7 minutes 32, c'est rien du tout entre les deux pilotes. Et puis je pense que Benjamin Melo, il a eu aussi du mal à se mettre dans le rythme. C'est que les 2 premiers jours, il a fait ambulancier. Sur les 3-4 premiers jours, il a fait ambulancier, il a récupéré des mecs qui étaient tombés, notamment Harit Noah, le pilote Sherco. Et ça a joué aussi sur la confiance sur les premières étapes, mais il disait, putain, j'arrive pas à suivre le rythme, quoi. Et je pense qu'il y a un moment dans sa tête, il devait se dire, putain, il me met des branlées tous les jours, Guinness. Parfois, il était 3e ou 4e, il y a même Jérôme Martini qui le battait, il devait se dire, putain, mais je sais plus faire de la moto. Enfin, normalement, je suis meilleur que Jérôme Martini, je dois être meilleur qu'un Josep Pedro, et putain, je sais pas rouler. Et ça a été compliqué, et puis après, ça a été le stress jusqu'au bout, parce que la pression de l'an dernier, et donc je pense qu'elle a été un Dakar, là, il est soulagé, je pense, Benjamin Melo, parce que ça aurait été compliqué jusqu'au bout quand même pour le pilote français. Et ils sont combien à finir dans la catégorie Malmoto? Ils sont
25, je crois qu'ils étaient 50 au départ, donc il y a eu quand même de la... Je sais plus combien... Non, ils étaient 50? Moins que 50. Je dois dire une bêtise. Ils étaient quand même nombreux au départ en Malmoto, mais il y en a quand même 25 qui ont réussi à finir. Bravo, 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 notamment Benjamin Pousset qui a fini toutes les étapes, comme Fernando Dominguez. Il y en a deux qui n'ont pas fait toutes les étapes, c'est Abdoulaye Almoguera et Simon Martic. Mais les autres, ils ont fait toutes les étapes. Faut le souligner aussi. Moins de remue-ménage aujourd'hui en auto. C'était la bagarre entre Ekström et Loeb pour le podium. Hein. Je pense que Sébastien Loeb aurait bien voulu aller chercher un podium sur ce Dakar. Mais on sait très bien que sur ce type d'étape, Ekström est très fort. Il l'a dit là. Bon, on a essayé, hein, vraiment on a cravaché, j'ai cravaché, Mais Ekström était au-dessus sur cette spéciale. Ça roulait vite, hein, 46 minutes. Voilà, ça a été très rapide dans cette journée de compétition. Mais voilà, donc pour reprendre 27 secondes, c'était quand même pas évident déjà pour Sébastien Loeb. C'était presque un prologue aujourd'hui en termes de rythme. Donc Ekström, vainqueur aujourd'hui sur le fort devant Sébastien Loeb à 8 secondes. Henk Lategan, 3e. Et Mathieu Sardori, 4 et 5 avec Brian Baragwana. Ekström, il a été quand même, encore une fois, il a montré sa pointe de vitesse. Il a fait une erreur de navigation qui lui a coûté très cher. Et après, il y a eu des petits pépins techniques sur le Raptor. Mais il a encore démontré qu'il peut gagner le Dakar, très clairement, chez Ford, et qu'il a les qualités. Que le Raptor a également énormément progressé aujourd'hui, et qu'ils ont du rythme. Ils avaient déjà la fiabilité, mais ils ont le rythme maintenant chez Ford. Et qu'il a un copilote qui n'a fait qu'une erreur sur ce Dakar. L'erreur a coûté cher, mais il n'a fait qu'une erreur sur ce Dakar du côté de Matthias Ekström et Emil Bergqvist. Sébastien Loeb, deuxième de cette spéciale. Je crois quand même que Sébastien Loeb, ça va le faire réfléchir sur ce Dakar. C'est sur sa vitesse. Je pense que c'est la première fois sur ce Dakar. Les années précédentes, il y avait toujours eu une grosse merde. Alors là, cette année, il y a eu la direction assistée. Mais tu te dis que même sans la direction assistée, il aurait fait troisième, quoi. Mais il n'aurait pas été chercher Nasser, il n'aurait pas... À la régulière, je pense que il a pris beaucoup de risques quand même, parce qu'il a énormément de crevaisons. Et au bout d'un moment, quand vous avez... alors soit ça peut être les défauts de la voiture, mais quand vous avez 10 crevaisons, 11 crevaisons, 12 crevaisons, quand vous avez une dizaine de crevaisons de plus que Nasser Al-Attiyah, je sais bien que Nasser Al-Attiyah, je pense que cette année a eu un peu de chance et a été fort, mais c'est qu'il y a un moment, t'en mets trop, ou tu mets pas les roues au bon endroit, ou tu prends trop de risques, ou tu attaques un peu trop dans les cordes. Et pourtant, même avec cette attaque-là, il n'a pas gagné de spécial. Même en la Tegane, il a crevé énormément, mais il a gagné des spéciales. Sébastien Loeb, il n'en a pas gagné. Et ça, je pense que ça doit être c'est plus ça qui doit être difficile à gérer pour lui. Victoire, pas victoire, je pense qu'il voulait aller au bout de ce Dakar déjà, parce que l'an dernier il avait abandonné très vite, il voulait aller au bout. Mais je pense que cette année, ce qui l'a gêné, c'est que malgré un gros rythme, il n'ait pas gagné de spécial. Et qu'il finit quand même à 20 minutes, 25 minutes de Nasser, quoi. Ce qui est quand même beaucoup. Et heureusement que certains pilotes ont eu des problèmes techniques, parce que sinon ils seraient derrière la Tegane. Heureusement que Carlos Sainz, il a raté un waypoint aussi, il a eu une très mauvaise journée, il y a 2 étapes ou 3 étapes dans les dunes, parce que sinon ça aurait fait pareil. Et ça doit faire mal quand même au moral de se dire, j'ai plus ma réserve de vitesse que j'avais. Auparavant, quand il était arrivé dans le rallye raid, Sébastien Loeb, il collait des plâtrés sur certaines spéciales. Je me souviens avec le 3008, il collait des plâtrés à tout le monde. C'est plus le cas aujourd'hui, Sébastien Loeb. Donc je pense que ça va le faire cogiter pas mal, le pilote français, parce que va falloir être beaucoup plus efficace, beaucoup plus propre. Et ouais, encore une fois, les crevaisons. Les crevaisons qui ont coûté très cher, au final, à Sébastien Loeb, sur ce Dakar, parce qu'il disait, donc, je crois qu'il a 12 crevaisons
15 crevaisons, je sais plus, enfin il en a 10 de plus que Nasser Al-Attiyah. Alors déjà, une crevaison, c'est 2 minutes, donc ça fait 20 minutes d'écart. Hein. Et en plus, c'est le temps perdu dans la poussière. Donc ça a coûté peut-être 35 minutes, 40 minutes à Sébastien Loeb sur ce Dakar. Donc avec moins de crevaisons, il aurait peut-être été devant. Il aurait peut-être gagné le rallye. Mais oui, c'est plus le manque de victoire. Parce que je pense qu'il a fait le Dakar en mode gestionnaire. Et malgré tout, il a quand même cassé des pneus. Il l'a dit en première semaine, il a fait 700 bornes avec 100 roues de secours. C'est énorme sur 4000 bornes. Il a dû faire voilà, un cinquième du rallye en première semaine sans roue de secours. Et ça, forcément, ça coûte très cher. Ça coûte très cher pour les pilotes français. Henk Lategan, Brett Cummings, il a montré que c'était le plus rapide. Pour moi, aujourd'hui, c'est le plus rapide. Avec Ekström. Mais Ekström, il est rapide quand même sur des formats spéciaux particuliers. Lategan, sur tout type de terrain, il est rapide. Voilà, sur tout type de terrain. Maintenant, il faut qu'il arrive à un peu mieux gérer. Puis il n'a pas eu de chance avec cette casse mécanique, parce que sinon il aurait été en bagarre pour le podium. Cette casse mécanique du noyau, il a dit, on n'a pas eu pendant tous les essais, on n'a pas eu cette panne-là, et puis ça casse. Forcément, ça casse toujours au Dakar. C'est comme les 24 heures du Mans. Vous avez beau faire tous les essais du monde, la pièce à 10 euros, elle va casser aux 24 heures du Mans. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour lui, pour Henk Lategan. Forcément, il doit être déçu. Le pilote sud-africain. Après, il a encore montré que c'est l'un des plus rapides dans la catégorie. Donc aujourd'hui, c'est vrai que Toyota a un vrai pilote de pointe avec Lategan et surtout un pilote de pointe régulier. C'est-à-dire c'est un mec qui est rarement sorti du top 15 dans les spéciales. Donc ça, c'est sa force à Lategan. Et il a fait un bon Dakar pour Toyota, même si c'est vrai qu'au final, au général, Toyota n'est pas présent sur le podium, ce qui doit faire mal aux constructeurs japonais. Mais maintenant, il y a une vraie densité aussi dans cette catégorie, donc c'est pas évident de monter sur le podium. Serradori, Minaudier, donc ils finissent dans le top 10. Ils ont fait un bon Dakar, ils ont démarré piano les premiers jours. Mais je pense aussi c'est le fait que eux ce sont pas des professionnels, donc forcément t'as peut-être un peu moins de rythme, un peu moins d'essais que tes adversaires. Puis ils sont montés en puissance au fur et à mesure. Je pense que l'objectif c'était d'aller chercher une spéciale. Ils ont été chercher les spéciales. Bon, le top 5, il n'aurait pas fallu faire d'erreur, voilà, pour aller chercher le top 5. Il y a eu une étape qui a été plus compliquée pour eux deux. Mais je pense que c'est encore un bon Dakar. Et puis ils ont montré que le Century a la pointe de vitesse aujourd'hui. Donc ils ont montré que leur véhicule, il sait être performant. Parce que aussi, Baragwana a été bon, le Sud-Africain. Carlos Sainz et Lucas Cruz. Il y a eu une journée catastrophe pour Carlos. Voilà. Il y a une journée où il perd 45 minutes, voilà, avec la pénalité. Voilà, ça s'est joué sur cette étape-là, peut-être, pour le podium. C'est le Dakar. Je pense que il passait peut-être pas que cette année ça serait aussi dur, Carlos. Bon, il avait encore du gros rythme, hein, il n'a pas perdu son pilotage, Carlos. Il a du bon rythme. Je pense qu'il est plus à l'aise dans la voiture qu'avant. Voilà, ça s'est joué sur une étape qui n'a pas grand-chose à dire pour le Carlos. Je trouve en plus, il a moins fait d'erreurs de navigation qu'à une époque, parce que je me souviens de certains Dakar où, et une fois, il avait perdu 2 heures d'entrée, où ils enchaînaient les erreurs de navigation. Là, ils ont pas fait d'erreur, je pense, en termes de navigation, mais il y a l'étape il y a une étape qui a vraiment été catastrophe, où ils trouvent pas le waypoint, où ils prennent un quart d'heure, plus, je sais plus, ils finissent à 45 minutes, et 45 minutes de perdu, vu l'intensité qu'il y a eu en ultimate. Il y a une époque, 45 minutes sur le Dakar, il y a 10 ans, c'était rattrapable en voiture. Mais maintenant, la densité qu'on a, c'est plus possible. C'est comme en moto, hein, c'est plus possible de perdre 45 minutes sur une spéciale. Et là, ça s'est vu.
Joao Ferreira, qui a montré une grosse pointe de vitesse sur ce Dakar. Le duo portugais avec Felipe Palmeiro. Encore un manque de régularité, mais je pense que ça va venir pour Joao Ferreira. Martin Prokop, c'est, je pense, son meilleur Dakar. En termes de rythme, il a montré un rythme bon assez régulièrement. Il fait une erreur dans les dunes, qui lui coûte 2h50, où il a fait... En fait, il s'est retrouvé les deux roues voilà, complètement sur le côté. Donc il a dû être sorti par le camion d'assistance. Voilà, il y a eu, lui aussi, il y a eu une journée pas bonne, mais Prokop, sur ces dernières années, ok, il faisait un coup d'éclat, deux coups d'éclat dans le Dakar, mais en réalité, les trois quarts du temps, il était en dehors du top 15. Là, il n'y a pas eu qu'un coup d'éclat. Régulièrement, il a réussi à être dans le top 10 de ce Dakar, avec ce Raptor désormais Ford, parce qu'avant, il avait un véhicule qu'il fabriquait lui-même, Martin Prokop, donc bravo à lui. Et puis, Saoud Variawa, François Cazalet, qui ont fait une belle deuxième semaine, et Cristina Gutiérrez et Pablo Moreno, qui, quand ils ont eu des libertés, ont réussi à mettre du gros tempo, le duo espagnol. Ensuite, derrière, Simovic, qui a dominé la catégorie d'euromotrice. Alors déjà, l'an dernier, il avait eu un problème mécanique, je crois, Simovic, mais il a dominé cette catégorie. Il mériterait d'avoir un volant. Peut-être chez Century ou chez, enfin voilà, avec un 4 roues motrices, avec un véhicule vraiment capable de se mêler à la lutte. Peut-être que ça arrivera l'an prochain pour Simovic, mais on sait que voilà, MD comme la compagnie aérienne, ils ont pas du tout les moyens des grosses structures, donc ils peuvent pas faire. Ils avaient quasiment pas fait d'essai. Christian Lavieille, il avait dit, on n'a quasiment pas fait d'évolution par rapport à l'an dernier. C'était quasiment la même voiture. Donc bravo aux deux parce que très régulier, ils ont quand même fait une sixième place. Enfin, ils ont été bons sur ce Dakar. Et puis Nani Roma, moi, il m'a impressionné, c'est le rythme de pilotage de Nani parce que euh, là, il s'est vraiment mêlé à la lutte avec les spécialistes des rallyes, avec les pilotes qui ont fait du rallye classique. Nani Roma, c'est un pur produit du rallye raid. C'est un mec qui arrive en moto, qui a fait une dizaine de Dakar en moto avant d'arriver en voiture. C'est pas un mec qui vient du sport automobile. Il n'a pas fait de rallye, il n'a pas fait tout ça, Nani Roma. Donc, en rythme pur, il en rendait à Sébastien Loeb. Il en rendait à du Massas Ekström, à du Carlos Sainz. Moi, ce qui m'a impressionné cette année chez Nani Roma, c'est le rythme qu'il a eu. Après, c'est mérité son podium parce que c'est lui qui a créé, enfin, c'est lui qui a été le premier dans le projet Ford. Il y a 3 ans, 4 ans, quand il est revenu de son cancer, Malcolm Wilson voilà, voulait arriver en rallye avec M-Sport. Au départ, quand vous regardez même dans les vidéos qu'ils ont diffusées, la chaîne d'équipe, la gueule vous pouvez voir l'ancien prototype du Raptor, qui n'a absolument pas la même tête. C'est un pick-up et il a développé le pick-up, il a développé l'équipe aussi autour, pour ensuite, voilà, amener Carlos Sainz et Mitch Guthrie à gagner des spéciales. Et pour moi, c'est mérité qu'il aille sur le podium parce que il a tenu à bout de bras au départ ce projet. C'est lui qui a été le premier pilote de ce projet et que ça soit lui qui fasse le premier podium au Dakar de Ford, je trouve que c'est vraiment mérité. Voilà, outre le fait que ça fait quelques années qu'il a eu pas mal de soucis entre son fils, entre son cancer, voilà, il y a eu pas mal d'extra sportifs, on va dire, du côté de Nani Roma. Euh, J'étais surpris même de ce que disait Adrien Pavio qui disait c'est la première fois que, enfin c'est, je découvre l'homme. Il a toujours été comme ça, Nani Roma. Ça a toujours été un mec très à l'écoute. Il regardait pas le Dakar quand il était enfant, Adrien Pavio, enfin ou adolescent, parce que Nani Roma il a toujours été comme ça. Il a toujours eu le bon mot, toujours le petit mot en français. Derrière, même en voiture, toujours à essayer de voir un petit peu de temps en temps les pilotes moto. Ça a toujours été un mec très sympa, hein, Dani Roma. Par rapport à un Carlos Sainz ou un Sébastien Loeb, il est beaucoup plus accessible, me semble-t-il. Gottschall, qui finit 13 de la spéciale devant Toby Price, qui aura été moins flamboyant que l'an dernier, je trouve.
Un autre Gottschall, Eric, le jeune Eric qui fait 15e devant Lucas Moraes, qui doit encore prendre ses marques avec Dacia. Denis Krotov 17 devant Laia Sens, qui a aidé aussi Nani Roma hier, parce que je vous avais dit que Nani Roma avait été dépanné notamment par Romain Dumas, notamment au niveau du train avant. Mitch Guthrie également a bossé. Il semblerait qu'il y a eu 3-4 mecs qui ont énormément bossé. Romain Dumas un peu plus que les autres. Et ensuite, il est tombé en panne d'essence à 7 km du bivouac. Et c'est Laia Sens, qui n'est pas du tout de la même équipe, qui l'a tracté à l'arrivée. La pilote espagnole, parce que je pense qu'il a dû cravacher un peu pour arriver dans les temps au bivouac, et là Yassens l'a tracté à l'arrivée. Donc chapeau de la pilote espagnole, mais là aussi on n'avait pas de doute du côté de la Yassens, qui a fait énormément de Dakar en moto, et qui est aussi une fille qui a souvent aidé des concurrents sur le Dakar. On retrouve ensuite Lionel Beau et Lucie Beau, 19e devant Christian Lavieille. Seth Quintero, 22e, le pilote américain de cette spéciale. Guy Botrid, 26. Bon, comme je disais, ça a été compliqué pour Guy Botrid sur ce Dakar. Et puis Kevin Benavides, premier en Challenger aujourd'hui, qui finit 29e au scratch sur cette spéciale. Il y a des pilotes qui ont fini un petit peu... Ah oui, Nasser qui a fini un petit peu plus loin. Vous n'avez pas encore parlé de Nasser. 43e aujourd'hui, on a eu peur à un moment Nasser Al-Attiyah, parce qu'il a perdu du temps. Il y a un moment, il perd 8 minutes. On s'est dit, oulala, comme Kevin Benavides, c'était assez surprenant. Je pense qu'il n'a pas pris trop de... Voilà, ils ont fait une petite erreur de nav avec Fabien Lurquin. Et Fabien Lurquin, il a dit, voilà, on se calme, on a un peu de marche sur nos adversaires, on va faire le rythme jusqu'au bout. Je trouve que leur duo, c'est vrai qu'au départ, on avait un peu l'impression que, le changement, on avait du mal à comprendre ce changement entre Édouard Boulanger et Fabien Lurquin. Et on s'aperçoit que Nasser Al-Attiyah avec Fabien Lurquin, pourtant à des moments j'ai eu des doutes. Je vous avais dit, quand il y a un moment dans une étape, il fait une petite boulette Fabien Lurquin en termes de navigation, et Nasser avait l'air un peu énervé ce coup-là. Mais je pense que Fabien Lurquin a réussi à le calmer à certains moments, ce que n'arrivait peut-être pas à faire Édouard Boulanger, ce qu'arrivait, je pense, à faire Mathieu Bonnel, et à dire à un moment, on fait ça, et tu m'écoutes un petit peu. Je pense que Fabien Lurquin a eu cette force de caractère-là, de lui dire, et je pense que ça se passe très bien, voilà. Et puis c'est la première victoire d'un Belge depuis Jackie X en voiture. Donc depuis les années 80, du côté de Fabien Lurquin. Et oui, en tant que copilote, c'est à notifier pour les Belges. Voilà. Jackie X, c'était 83, 84, je ne sais plus. Sa victoire au Dakar avec Claude Brasseur, je crois. Il a fait des Dakar avec Claude Brasseur, je crois qu'il avait gagné avec Claude Brasseur. 43e, donc Nasser Al-Attiyah avec Fabien Lurquin, donc sur le Sandrider. C'est une belle victoire pour Nasser. Moi, il m'a impressionné encore. Enfin, c'est pas la première fois qu'il m'impressionne sur ce Dakar. Il a cette capacité. Tu lui donnes 10 minutes, il va les garder jusqu'au bout. C'est incroyable, Nasser Al-Attiyah, cette capacité qu'il a à gérer un Dakar. Pourtant, au tout début de sa carrière, je l'avais dit un petit peu en commentaire, mais le premier Dakar en Amérique du Sud, je me souviens, chez BM, à l'époque, chez X-Red, Sven Kamp, il était c'était un X5 encore à l'époque. C'était le X5 de Luc Alphand, en gros. Et il avait remporté les premières spéciales, mais il était parti en tonneau, je sais plus, étape 4, étape 5, un truc comme ça. Il avait montré une grande pointe de vitesse, mais au départ, Nasser, il était un peu chien fou. Et même quand il y avait eu ce projet avec Carlos Sainz, avec les buggy à moteur Chevrolet, qui avait été un échec, il y avait eu, il y a eu une période compliquée pour Nasser, parce que il a fait BM, donc 2010, il est chez Volkswagen, il remporte le Dakar, je crois, en 2011, mais Volkswagen a arrêté ensuite le Dakar pour aller sur le rallye avec Sébastien Ogier. Il s'est retrouvé une année avec Robbie Gordon, une année, donc il a monté sa propre équipe avec Carlos Sainz avec des buggy, mais ça avait été un flop complet. Il est arrivé assez vite chez Toyota. Sauf qu'à l'époque, le règlement n'était pas du tout en faveur de chez Toyota, c'est-à-dire que les buggy avaient des débattements de suspension plus importants. Les turbodiesels avaient des avantages de puissance parce qu'on était en altitude, souvent en Argentine, et que les atmosphériques n'avaient pas ces avantages-là. Et il a fallu quand même pousser un petit peu au niveau du règlement
pour qu'il y ait des équivalences qui se fassent. Et ensuite, donc Nasser, qui a eu le culot quand même de partir de chez Toyota, de rejoindre ProDrive. À ce moment-là, ProDrive, faut quand même rappeler que on n'est absolument pas sûr que le Sandrider ça fonctionne. Parce que ProDrive, le Hunter, avait quand même d'énormes problèmes de conception. Et on se disait, est-ce que cette équipe-là, qui n'a pas eu de grand succès depuis 15 ans, depuis les victoires quasiment en rallye, ces ProDrive, ils se sont quand même plantés plusieurs fois dans l'histoire, notamment avec Barhonda. Pendant des années, ils se sont quand même bien plantés. ProDrive, avec Subaru, parce qu'après le titre de Peter Solberg, ils avaient eu du mal pendant des années, et au Dakar, on ne savait pas s'ils allaient réussir à gagner. Et voir comment ils ont réussi à faire évoluer le niveau de performance chez ProDrive, chez David Richard, également les gens de Dacia qui sont arrivés sur ce projet et réussir à tout mettre en place et gagner le Dakar dès leur deuxième participation, c'est quand même très costaud ce qu'ils ont réussi à faire du côté de chez Dacia et de Nasser Al-Attiyah et proposer quand même un véhicule fiable. Parce que aucun des 4 pilotes n'a eu un énorme problème technique. Vraiment un problème technique qui te bloque au milieu du désert. Sébastien Loeb a eu une direction assistée en panne. Je crois que Cristina Gutiérrez a eu le même problème. Après, chez Toyota aussi, il y a eu une direction assistée. Mais en gros, ils n'ont pas eu d'énormes problèmes techniques sur leur machine. Tu sais que Ford, ils ont eu un embrayage avec Carlos Sainz, mais ils ont été aussi plutôt, ils ont eu une fuite d'huile avec Mitch Guthrie. Mais eux, ils n'ont pas eu de problème technique majeur, quoi. Et Nasser, bravo, voilà pour cette victoire sur ce Dakar. Je crois qu'on a vu tout le monde. Oui, Florent Vessade, qui n'a pas fini la spéciale, mais qui a pris le départ. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas marqué comme abandon aujourd'hui. Mais il aura une fin de Dakar compliquée, Florian Vessade, avec son Polaris d'ancienne génération. Romain Dumas, qui a perdu 1h40 aujourd'hui. Je sais pas ce qui s'est passé pour Romain Dumas, il a dû faire une bêtise. Avec Alex Winock, parce que donc... et Guillaume Demévus également, qui a perdu 1h05 sur cette spéciale. Ou soit ils l'ont fait vraiment au ralenti, parce que là c'est quand même beaucoup. Je pense qu'ils ont dû avoir un problème technique parce qu'ils ont fini très très loin. Voilà, les deux pilotes. On n'a pas d'informations. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, les informations sur le Dakar, on n'en avait pas beaucoup. Donc oui, je ne sais pas ce qui s'est passé pour eux sur cette spéciale. On regarde tout de suite donc le général avec la victoire de Nasser Al-Attiyah pour 9 minutes 42 sur Nani Roma. 14,33 pour Mathias Ekström, un podium en moins d'un quart d'heure, c'est pas arrivé souvent sur le Dakar quand même. En voiture, donc Sébastien Loeb 4e à 15 minutes, devant Carlos Sainz à 28 minutes 30. Mathieu Serradori finit quand même 6e à 45,02 devant Moraes, Toby Price, Seth Quintero et Variawa. Et pour tout vous dire, j'ai vu que sur le Dakar 2023, je crois, il y avait 5 heures entre le premier et le 10e. Cette année, c'était 1h23. C'est-à-dire, il y a quelques années, à 1h23, vous étiez sur le podium du Dakar. Maintenant, vous êtes 10e. C'est quand même là où vous voyez le niveau de rythme dans cette catégorie. En deux roues motrices, au général, donc Simon Witz qui a dominé tout le monde, Christian Lavieille 2e, Jean-Ami Bergoun 3e, et puis en stock, rapidement, Basiuska qui a gagné encore la spéciale aujourd'hui devant Stéphane Peter-Hansel et Sarah Price, et qui gagne ce Dakar. Ça a été la catégorie, je crois, qui a été la plus facile à remporter, Basiuska devant Sarah Price qui malgré des gros problèmes techniques finit quand même 2e devant Ronald Basso, les Toyota qui ont jamais été dans le rythme du tout. Peter Hansel 4 devant Akira Mura, Peter Hamza, les amateurs et le concurrent d'Arabie Saoudite Majed Al Toumeyan qui complète. Je crois qu'on a perdu qu'un pilote dans cette catégorie en stock, et là ils étaient eux sur des patrols, hein. Peter Hamza et le concurrent d'Arabie Saoudite. On passe au SSV, victoire aujourd'hui de Kevin Benavides, une 3e victoire sur ce Dakar de Kevin Benavides qui a été voir son frère à l'arrivée, il était très très content. En plus, je pense qu'il était au courant avant le départ de sa spéciale de la victoire de son frère.
parce que je pense qu'il l'a su sur la liaison. Charles Munster et Xavier Ponce qui font deuxième les débutants. Charles Munster qui a quand même montré un gros rythme sur le véhicule KTM X-Bo qui était emmené par l'équipe de Guillaume de Mévus. Luca Del Rio troisième, le Chilien, devant Yazir Zaidan qui pourra regretter les 50 minutes de problème de technique, 50 minutes de perdu sur un problème technique. Et Nicolas Cavigliasso, lui aussi, qui était quand même bien parti sur ce Dakar et qui a eu des problèmes techniques, devant Jedida Favre, Paul Sperring, Puk Classen, Lax Peters et Pao Navarro, qui n'aura pas gagné de spécial, mais qui, je crois, n'est jamais sorti du top 10 non plus sur ce Dakar, et qui aura gagné grâce à la régularité. Pao Navarro, Ignacio Casale aujourd'hui a fini 13e, Alexandre Giroud 15e devant Rebecca Buzy, et Bruno Sabic aura fini ce Dakar 20e de cette spéciale aujourd'hui. Pim Classen 24e, David Zillet, lui n'a pas fini, enfin voilà, a perdu 2h10 aujourd'hui, en prenant une pénalité en plus d'un quart d'heure pour avoir raté un waypoint. David Zillet qui était encore dans le top 5 hier, donc qui a quitté le top 5, voilà, qui est donc changé, là encore sur cette dernière étape avec Pao Navarro, donc vainqueur, avec 23 minutes d'avance sur Yazir Zaidan, Nicolas Cavigliasso 3e, devant Luca Del Rio et Puk Classen, Ignacio Casale, Kevin Benavides, Dani Akil, et Paul Sperring et David Zillet, donc qui se retrouvent 10e au général désormais. En SSV, là, pas de grand changement aujourd'hui avec la victoire de Joao Monteiro sur Canam. Je crois que c'est sa première victoire sur le Dakar. Devant Luan Christophersen qui a démontré que Rallycross et Rally Raid, eh bien, ça pouvait faire bon ménage. Après, en même temps, vous avez Basiuska en stock et Ekström également en ultimate qui l'avait déjà démontré. Jeremia González Ferioli 3e devant Kai Chanet, Chaleco Lopez, Brock Egger qui était en gestion depuis 2-3 jours, on sent qu'il était soulagé à l'arrivée de gagner ce Dakar, devant Hunter Miller, Xavier de Soultré, Manu Andouillard et le Lituanien Mindaugas Dabras qui prend la 10e place aujourd'hui au classement général. Brock Egger, vainqueur devant Kai Chanet, Xavier de Soultré, Joao Monteiro et Jeremias González Ferioli. On pourra être un peu déçu quand même du rythme qu'aura eu Xavier de Soultré sur ce Dakar et un enchaînement de problèmes en fin de première semaine, début de deuxième semaine, qui l'aura vraiment mis en jeu, mais même en termes de rythme, Brock Egger allait plus vite que lui un petit peu tous les jours. Et puis en camion, forcément, c'est quand même un peu une surprise parce qu'on se disait qui va pouvoir battre Martin Matchik, double vainqueur, qui va pouvoir rivaliser avec les camions de Martin Matchik. Ses adversaires, c'était peut-être les deux Van den Brick au final. Et bien à la fin, de voir les camions de Roy s'imposer, c'est quand même une surprise. Keiju Zink donc s'impose sur cette étape, le débutant néerlandais qui a montré du gros niveau et qui confirme quand même que le Renault hybride peut être efficace. Hier, il avait perdu 3h50 et une bonne place au général. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il avait les crocs. Il s'impose devant Michel Van den Brick, quand même 1 minute sur Michel Van den Brick. Alex Lopres, troisième, qui n'aura pas réussi à reprendre suffisamment de temps à Zavadostai Zala pour le général. Martin Matchik aura connu quand même un Dakar très difficile, le pilote tchèque, devant donc Martin Solstice, Zala, Walter, Martin Van den Brick. Gert Husing finit 110e aujourd'hui devant Richard de Groot. Sugawara finit 14e avec le Hino. Puis vous voyez, bon, il y a peu de pilotes à l'arrivée. Ben de Groot qui a perdu, qui voilà, n'a pas fini la spéciale aujourd'hui. Et qui était bien au général, il était dans le top 10, donc lui aussi il doit quitter le top 10 sur cette dernière spéciale. Ben de Groot, donc au classement général, Vadostai Zala qui s'impose, qui remporte son premier Dakar dans cette catégorie camion et dans sa carrière, devant Alex Lopres, Van den Brick, Martin Matchik, Richard de Groot, Michel Walter, Keiju Zink, 7e devant Martin Van den Brick, Claudio Bellina et donc Marnix Leuve. Qui prend la 10e place avec les problèmes techniques qu'a connu. Qu'a connu, j'ai oublié son nom déjà, qu'a connu Ben de Groot, voilà, qui était dans le top 10 hier.
En Dakar Future Mission 1000, eh bien au classement général, pas de grand changement sur cette dernière étape. C'est le KH7 Eco Evergy qui s'impose encore dans cette catégorie. Avec 6 points d'avance sur le Léopard Galicia Team, sur Franz Gomez Palace, Benjamin Pasquale, 3e, pour 1 point par rapport à Esther Merido et Miguel Puertas qui est à 200 points. Dans cette catégorie, les Segway de Yi Gandui et Ye Yang qui finissent 6 et 7. Il n'y a pas eu d'abandon dans cette catégorie. Et en Dakar classique, il n'y a pas eu de changement avec le classement de cette étape remporté par les vainqueurs du général, Reisis Kerolis Kerolis Reisis et Christophe Marquez. Les Italiens Filippo Colnaghi et Irenessar Dereni qui font font égalité de points 20e. Klimchi et Broz 3e sur cette spéciale qui, je rappelle, les pénalités comptaient double. Aujourd'hui, c'était une super spéciale. Et donc, Reisis qui s'impose, on va dire, facilement dans cette catégorie avec Christophe Marquez. 2e, Klimchi et Broz. 3e, Interloser et Gaioni. On aurait aimé voir le duel avec Anthony Souza un petit peu plus longtemps dans cette catégorie. Et bien voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ce Dakar 2026. J'espère que vous avez aimé toutes les vidéos. Si vous avez raté une étape, n'hésitez pas à regarder les différentes playlists. Je sais pas si on se retrouvera pour des sports mécaniques dans le reste de la saison, parce que ça dépendra du temps que j'aurai, et il y a peu de chances que j'ai beaucoup de temps pour faire des sports mécaniques, mais vous savez que j'aimerais en faire un petit peu plus souvent. Mais il y aura encore le cyclisme, c'est un sport mécanique un petit peu. Il y aura la voile quand même aussi. On essaiera de faire encore de la voile. Donc voilà, on essaiera encore de parler de sport sur la chaîne dans les jours à venir. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!